bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce numéro spécial Book Club du Pambagna Social Club. Et comme je vous l'avais dit, on retrouve Marc le taulier. Comment il va ? Salut patron. Ah, c'est gentil, il est trop sympa. Je vais bien parce que je suis ravi et honoré d'être au premier Pambagna Social Club mixte. Et c'est un honneur pour moi. Bravo. Salut CM, comment ça va ? Salut, merci. Bah écoutez, merci de m'accueillir, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Mais attends, mais tu rigoles ou quoi ? C'est normal. Tu es notre caution MGEN. Aujourd'hui, pourquoi on se retrouve pour parler de ce livre, mais qui s'appelle L'anniversaire. De Andrea Baiani. Très belle prononciation. Super. Vous allez m'en vouloir ? Oui, parce que je vais l'avoir dans la tête toute la soirée, je pense. J'ai retrouvé le joyeux anniversaire de générique de fin du Club Dorothée. Espèce de quadra inactif. Non mais c'est pas facile. Ça marque une génération. Oui, et puis surtout c'est très dur de trouver des extraits audio qui peuvent illustrer un roman. Et j'aurais pu trouver une phrase de Baiani, quelque chose qui... Voilà, mais je me suis dit autant se faire plaisir. Une question, est-ce que cette chanson n'est pas soumise à des droits SACEM qui vont nous faire démonétiser ? Qui vont nous démonétiser. Je vais demander à YouTube et puis on n'a pas encore les bons réflexes, hein, ça va venir, je pense. C'est vrai, ouais, exactement, tout à fait, c'est vrai. Pour l'instant, je vous cache pas que notre plus grande vidéo, elle plafonne à 120 vues. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, non, pas mal. Mais collez pas votre DEM de suite parce que je suis pas sûr de pouvoir vous faire des partenariats de dingue, quoi. L'anniversaire d'Andrea Baiani, c'est un roman qui est paru cette rentrée. Il est paru le 15 janvier dernier dans la collection très prestigieuse collection de littérature étrangère de Gallimard qui s'appelle Du monde entier. Et Andrea Baiani, je pense que Marc et Siem, vous allez sans doute m'en parler davantage, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'avec ce nouveau roman, l'Italien a décroché le prestigieux prix Strega, qui est l'équivalent de notre Goncourt, à quelques différences près, puisque les procédures de remise du prix, de sélection, sont pas exactement les mêmes, mais c'est quand même le grand prix littéraire italien, donc il l'a eu en 2025, et le roman vient d'être traduit chez Gallimard, et j'ai appris, sachez, voilà, c'est mon petit moment fierté, on dit Baiani. Voilà, c'était cadeau. Alors, si vous le voulez bien, est-ce que l'un d'entre vous peut me résumer l'intrigue du livre ? Peut-être. Alors, rapidement, donc on a un narrateur en fait qui retrace un petit peu les souvenirs qu'il a de sa famille, avec une sœur, un père omniprésent et puis une mère. Et en fait, il retrace toute cette enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la presque fin de la quarantaine. Et en fait, il retrace toute cette vie de famille, mais on va le voir tranquillement tout à l'heure, que c'est une vie de famille qui est particulière et qui est, en fait, il y a une sorte de poids qui pèse, et petit à petit, plus on avance dans l'intrigue et plus on comprend en fait les mécanismes et le système qui est mis en place dans cette famille. Et ce personnage-là avance petit à petit, et puis on suit cette quête en fait de libération, peut-être pas totale, mais on verra ça à la fin. Mais voilà, c'est cet élément-là. Mais je sais pas si tu as d'autres choses peut-être à rajouter, sans trop en dire peut-être. Oui, non, j'allais pitcher pas forcément différemment, mais en fait, le narrateur, on le sait rapidement sans spoiler, qui coupe les ponts avec une famille toxique, et que on va suivre un peu le trauma qu'il a vécu dans cette famille et les évolutions de la vision qu'il a de ce trauma. Vous êtes tellement bon que j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est peut-être que c'est un roman à la première personne. Andrea Baiani insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le lire autrement comme une autobiographie, on y reviendra sûrement, mais en tout cas, Baiani, il insiste énormément là-dessus, c'est un roman. Je pense que ça peut-être aussi provenir du fait que le type en a peut-être marre qu'on lui demande « mais alors c'est vous, et alors votre père va comment ?» Enfin voilà, donc je pense que c'est une manière d'évacuer cette question pour obliger le lecteur, mais surtout l'interlocuteur, à se concentrer sur le livre, et pas ses conséquences dans la vie réelle, etc. Ou alors, peut-être que c'est la dernière étape où il n'a pas encore réussi à complètement se libérer pour dire vraiment que c'est un roman autobiographique. C'est peut-être la dernière emprise qu'il reste, en fait. Disons que je te rejoins, parce que si c'est autobiographique, c'est pas forcément flatteur pour certains personnages, on y reviendra. Tout à fait. Alors, par quoi on commence ? En une phrase,
vous y retourneriez? Ça vous a plu ou pas? Alors, vers ce livre-là, ou alors d'autres œuvres d'Andrea... Comment on dit, Bayani? Bayani. Comme tu veux. Non. Oui, parce qu'en fait, la traduction est vraiment super et c'est pas souvent le cas. Donc moi, je suis rentrée vraiment dedans avec facilité, sans difficulté. L'écriture est belle et puis c'est très pudique aussi. Les faits décrits sont très violents, très durs et voilà, omniprésents, mais la manière de les décrire garde quand même une certaine pudeur et on n'est jamais... la violence dont on va parler, elle est tout le temps là. Elle est omniprésente. Hein. C'est quasiment un personnage du roman, la violence, la peur, voilà. Mais c'est jamais, on n'est jamais en fait, il n'y a pas un aspect voyeur, etc. Donc il décrit les choses, mais c'est très subtilement fait. Et ça, moi, j'adore parce que en fait, ça prouve de l'intelligence, du recul, etc. Et puis le lecteur, il n'est pas en fait happé tout de suite. On le laisse cheminer, il comprend. Il voit beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, mais on n'est pas en fait pris en otage, on nous impose pas des scènes, etc. On les devine, on les comprend, mais ça reste assez large en fait. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien. Alors moi, la première approche, fausse bonne idée, j'ai dit je le prends pour lire dans l'avion. C'était pas un contexte très adapté parce que c'est un livre qui est faussement simple, qui est très complexe et que donc j'ai eu du mal. Je t'ai envoyé d'ailleurs un message pour dire merci pour ton bouquin, cool quoi. Donc j'étais vraiment première approche, on va dire négative voire hostile. Et puis quand je l'ai fermé et que j'ai eu l'espèce de vision globale de l'équation, j'ai adoré. Je dirais même c'est un livre que je trouve remarquable et qui m'a donné envie de lire un de ses livres précédents dont je t'ai parlé, qui est connu, qui s'appelle Si tu retiens les fautes, je crois. Tout à fait, que tu m'as apporté d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai pas du tout aimé de premier abord et puis après j'ai adoré. Bah, très bien. Moi, pour ma part, je tenais à souligner quelque chose, c'est que j'ai reconnu en Bayani quelqu'un qui justement cherche à avoir une écriture extrêmement pudique pour laisser l'émotion venir de la part du lecteur. Et ces dernières années, je pense à beaucoup de romans qui mettent en scène des pères violents, etc., extrêmement gore, etc., aussi bien dans la fiction que la non-fiction, peu importe, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu un texte dans lequel justement la violence est dite de manière tellement subtile que finalement c'est davantage le lecteur qui la ressent que l'auteur qui l'impose. Et d'ailleurs, alors en termes marketing, j'ai pas trouvé que c'était une super idée, mais ils ont mis une phrase d'Emmanuel Carrère avec marqué un livre scandaleusement calme. Je trouvais qu'en termes marketing pur, c'est pas ça qui va me donner envie de le lire. J'aurais pas dit ça pour le coup. Ils auraient juste dû mettre j'ai beaucoup aimé, signé Emmanuel Carrère, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris. Mais enfin, je vois ce qu'il veut dire. Il renvoie justement à cette distance, à cette manière clinique de décrire. On a oublié de le dire, mais c'est un livre à la première personne. Et pourtant, tout est décrit de manière extrêmement concrète et surtout pas trop intellectualisée, notamment du point de vue des personnages. Il se trouve que Bayani dit quelque chose qui est assez intéressant. Et pour revenir à cette question de... Moi, il y a une scène qui revient et à un moment, il y a une mère qui a peur de déranger un père qui vient de couper l'eau avant de partir en vacances. Et pour ne pas lui demander de réouvrir l'eau, en fait, elle se brosse les dents avec l'eau de la cuvette des toilettes. Et ça, rien que cette phrase-là, sans rentrer dans des détails scabreux, etc., elle dit la peur d'une femme de provoquer la colère de son mari. Et j'ai beaucoup de mal à concéder que ça puisse être de l'imaginaire. Et c'est pour ça que j'arrive pas à le lire comme un roman, et en même temps, c'est pas du tout mon critère d'évaluation. Donc oui, moi aussi, j'ai adoré ce roman. Je me demande si c'est le cas de ses autres livres, s'il écrit toujours comme ça, etc. Juste peut-être pour reprendre un peu l'idée de l'histoire, c'est juste donc le narrateur qui a grandi dans une famille où le père était très toxique, donc un père qui émanait du contrôle, qui crée un univers de totalitarisme familial. D'ailleurs, c'est le sujet, d'après ce que j'ai déjà lu et vu dans ces entretiens, c'est un sujet un peu obsessionnel d'Andrea Bayani qui est de traiter la cellule familiale comme une entité à part entière politique, un État dans l'État, un totalitarisme domestique. En fait, il pense qu'on est sur un système politique, la famille, avec ses rapports de force subis, pathétiques, pathologiques. Et donc, on est dans une famille qui est complètement sous la coupe d'un père tortionnaire, tyrannique,
qui a coupé du monde sa famille, qui contrôle tout, ne serait-ce que le lavage de dents, les appels téléphoniques, ce qu'on mange, qu'on fait, tu lis des livres, tu fais des mots croisés, enfin voilà, c'est ça l'idée. Et ça commence de son enfance jusqu'à un certain moment, jusqu'à un moment où il coupe les ponts. Donc ça, c'est pas un spoil, on sait plus le départ et on voit comment il évolue. Et c'est très intéressant que tu parles de ça, en fait, parce que ça, moi, je pense que c'est l'élément principal, la coercition. En fait, on est dans un système totalitaire. On pourrait le retracer, en fait, on pourrait le dupliquer à un système de coercition, mais d'un État. Parce qu'en plus, au moment où le père, en fait, qui est assez fort pour créer des problèmes et pas assez fort pour les gérer quand ils doivent, en fait, déménager de Rome pour aller vers Turin, il appelle ça la déportation. Il dit bien la déportation. Et donc on est dans ce système-là, en fait, où la coercition, le système concentrationnaire quasiment, en fait, de ce qu'on pourrait retrouver historiquement, se met en place. Et on pourrait presque remettre un petit peu des rôles. La mère, ça serait en fait une sorte de sous-chef en fait qui applique les consignes, mais qui ne voit pas sa responsabilité. Tout est cadré, les moments. Et le titre, on y reviendra tout à l'heure, mais l'anniversaire, c'est un moment hyper ritualisé, mais hyper codé, où tout est fait par le père. En fait, le père est là, est omniprésent, il gère tout. Et en fait, leur vie est faite de moments où ils font tout ce qu'il faut pour ne pas déclencher sa colère, en fait. Et donc, ils sont tout le temps dans l'anticipation. Et ça, c'est un système complètement fou, quoi. Mais le père a créé la narration familiale, en gros, et du coup, l'idée du livre est intéressante parce que c'est la narration d'une sortie d'une narration, finalement, parce que c'est comment la personne s'extrait de cette narration. Le père, pour le décrire rapidement, c'est un bourgeois qui est déchu, qui doit quitter Rome pour une histoire de perte de contrôle à un moment donné, sans raconter, il doit s'enfuir pour des raisons, il doit se mettre au vert, entre guillemets. Et on comprend que c'est un personnage qui était jeune, fougueux, incontrôlable et qui devient tyrannique, maniaque du contrôle. La mère dit, on parle de la mère, elle avait choisi un époux fougueux, passionnel, quoique dans une version incontrôlée. Elle eut soudain affaire à un homme qui appliquait méthodiquement à rendre réelle une autre version de lui-même, femme et enfant compris. Donc il crée la narration familiale et il veut pas que ça en déborde pour des raisons sûrement de peur, d'insécurité que tu évoques. Oui, parce qu'en fait, c'est assez ambivalent, parce qu'en fait, il est assez courageux pour créer un problème et impacter toute sa famille, en fait, les emmener de leur cadre habituel de Rome, mais il n'a pas le courage. En fait, on lit dès qu'il y a ce problème avec dans la boutique, et on voit qu'en fait, il a pas, c'est une virilité qui est complètement incomplète, parce qu'il a très très peur, il part, il est content de partir, et en fait, on se rend compte que en fait, c'est une virilité qui est un petit peu incomplète, et par contre, elle se démultiplie au sein de la cellule familiale. Il devient encore plus la figure tutélaire vraiment qui impose sa présence à tout le monde, en fait. Et justement, à la faveur de ce déménagement, la famille va se retrouver encore plus isolée, encore plus sous la coupe de l'humeur de cet homme. Et j'ai pas lu le roman L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt, mais j'ai vu l'adaptation avec Melville Poupeau et Virginie Efira, et j'ai retrouvé ça dans l'anniversaire, cette lutte perpétuelle pour ne pas mettre le tyran en colère, en fait. Et les scènes de violence concrète sont relativement rares au regard des multiples scènes pour ne pas éveiller la colère de l'ogre, en fait. Ah oui. Et ça, je trouvais que c'était extrêmement bien fait. Et donc, il y avait cette subtilité dans la représentation de la violence, qui est justement une violence qui est difficilement visible et d'autant plus difficile à mettre sous forme de narration. Ce que je rejoins, c'est que la violence, elle est jamais décrite, mais en fait, elle est constamment, on ressent constamment le climat de peur de la famille. Elle est latente, ouais. Elle est, la peur, en fait, elle suinte presque des pages, j'ai noté. Et quand bien même il n'est pas question de lui, le père est toujours là de manière maléfique en arrière-plan. C'est très très subtil il n'y a pas eu de pathos très bon, il y a une scène de violence, voilà, on va pas dire laquelle, mais le pathos, il est très diffus, il imprègne toutes les pages et toutes les lignes. Et on sent la peur sans qu'elle soit décrite, et c'est très fort, je trouve, de la part de l'auteur, quoi. Oui. Et cette peur-là, en fait, même les petits moments où certains personnages vont essayer, en fait, de se libérer de ce personnage un petit peu omniprésent du père, en fait, d'eux-mêmes, ils reviennent, en fait. Il y a un moment donné où la mère, elle a une mini-fuite de quelques jours. Et en fait, elle revient, mais parce que
elle aurait pu continuer parce qu'elle était... mais en fait, elle est tellement prise dans la coercition qu'elle n'a même plus en fait les capacités de s'enfuir complètement. Oui, elle échoue à exister en dehors de sa situation de victime, en fait. Et le livre commence... Bon, je divulgage pas grand-chose. C'est la dernière phrase du premier chapitre où il explique qu'il a quitté ses parents. Et donc, il y a 10 ans, ce jour-là, j'ai vu mes parents pour la dernière fois. Ces 10 dernières années ont été les meilleures de ma vie. Et finalement, on a un peu l'impression que c'est lui le seul rescapé. Oui, mais ce qui est tu peux le dire si ça t'inspire pas du tout. Non, ça m'inspire pas du tout. Ce qui est marrant, c'est de voir comment lui il évolue surtout parce que il part d'un statut un peu de syndrome du sauveur où tout repose sur lui, sauver la famille, sauver sa mère, et il se rend compte parce qu'il évolue et qu'il grandit que finalement c'est une posture narcissique que tout passe par soi, et il se rend compte qu'il fait une réplique de la posture narcissique de son père, et qu'en étant dans le syndrome du sauveur, finalement il alimentait la narration toxique. Donc c'est intéressant de voir comment lui aussi se situe. Moi, j'ai noté en fait que ça m'a fait penser à... il passe par toutes les différentes phases du deuil, la colère, la négociation, la dépression, jusqu'à l'acceptation. Et en fait, on revit le trauma toujours sous plusieurs angles à mesure que sa psyché en tant que narrateur et en tant qu'adulte évolue au fil du temps. Et, on l'a pas encore dit, d'une thérapie qui fait qu'un personnage assez singulier, quoi. On va y revenir. Juste avant, mais pour revenir à ce premier chapitre, j'ai rarement vu une scène aussi belle de... Parce qu'à la fin, la fin arrive au début du livre. Donc dans cette scène d'ouverture du livre, c'est la dernière fois qu'il voit ses parents, et on sent dans le regard de sa mère qu'elle a compris qu'il ne reviendrait pas. Et que quelque part, elle le laisse partir. Il y a une scène d'abandon, en fait, un peu vachement émouvante, j'ai trouvé, dans ce personnage-là. Oui, mais en fait, la mère, il aurait aimé que sa mère, en fait, le laisse partir. En fait, sa mère, elle est égale à elle-même. On va pas trop divulguer, mais... au début, en fait, moi, dans les premières pages, je me suis dit, mais en fait, il parle beaucoup de sa mère. Et je me suis dit, en fait, celui qui est omniprésent, enfin, celui qui met en place la violence, c'est le père. Mais en même temps, il parle de sa mère. Donc, est-ce que c'était pas pour lui rendre hommage? Au début, j'étais sur ça, en fait. Je me suis dit, c'est une manière, en fait, de lui dire, OK, tu nous as vraiment dominés, mais c'est pas à toi que je veux rendre hommage, je veux parler de ma mère. Et en fait... plus on lit les pages, plus on avance, et on comprend qu'en fait, il lui en veut énormément. Et je dirais même plus qu'il lui en veut plus que son père, parce que, en fait, elle a été, en fait, une sorte de catalyseur de la violence du père. Et je pense qu'il reproche plus de choses à sa mère qu'à son père. Vraiment. Oui, parce que il comprend que le statut de sa mère, à ses yeux, évolue à mesure que lui évolue, sans vouloir trop donner un peu l'indication de sa psyché, mais en fait, il comprend que ce qui semblait très simple et très tranché les moins, et finalement il voit sa mère différemment, et il voit même son père différemment. On sent que le rapport de force bascule, et c'est assez touchant, et cette complexité, elle est bien mise en scène dans ce livre. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc, c'est que en termes visuels, alors j'ai fait un effet de lumière complètement claqué. Je pense que sur YouTube, ils doivent se dire qu'on est dans une grotte. Excusez-moi, j'essaie de faire des progrès en termes de lumière. Voilà. Il y aura des ratés. Sur la couverture, on a le combiné d'un téléphone et avant d'arriver jusqu'à la fin où la question du téléphone revient aussi, mais est-ce que vous pouvez me parler de cette obsession du téléphone dans le roman? De deux manières, peut-être. Il y a les coups de fil que lui va donner aussi pour s'en sortir avec la personne qui va l'aider. Mais aussi des coups de fil, en fait, qui sont presque ritualisés, imposés, et qui le replongent à chaque fois. En fait, ces coups de téléphone, ils sont extrêmement difficiles pour lui parce que ça le remet complètement dans une violence. Et en fait, ils sont un moment de souffrance pour le personnage. Donc oui, le combiné, là, il est bien à sa place. Et il y a aussi ce rapport très particulier du père au téléphone. Oui, il voit ça comme une menace extérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que pour passer les coups de fil avant que le téléphone arrive très tardivement dans le foyer, parce qu'il repousse l'échange jusqu'à ce que ce soit inévitable, la mère va passer les coups de fil dans le bar, et du coup, elle passe d'un public masculin qui la juge
parce qu'elle passe les coups de fil dans le bar, après elle est pas chez elle et c'est son mari après qui surveille. Donc dans les deux cas, elle est soumise à un patriarcat qui regarde et donc ça ne change pas grand chose finalement qu'elle est plus allée chez elle. Et il voit ça vraiment qu'une menace extérieure et donc il y a tout un code où ils font en sorte que des coups de fil innocents soient passés, mais ils appellent un peu à l'aide par des codes quasiment de morse militaire avec des sonneries. Enfin, c'est intéressant de lire. Et le téléphone aussi, c'est intéressant, c'est le lien qui va unir le narrateur à sa thérapeute, qui elle-même entretient un lien avec le téléphone assez bizarre. Ouais. Et donc le téléphone, c'est pas pour rien que c'est la couverture du livre, parce que c'est à la fois un outil d'oppression, de libération, enfin c'est très central, ouais. Oui, donc le téléphone, c'est aussi cet élément de modernité qui arrive dans cette famille aux mœurs extrêmement archaïques, en fait, et qui vient contredire, fragiliser la tyrannie patriarcale qu'exerce le père, en fait. Mais en fait, au lieu d'être un moyen de libération, ça devient un moyen complètement en fait de soumission complète, de contrôle, puisque la mère en fait, elle va jouer presque un rôle en fait quand elle parle à son fils. Elle va essayer vraiment de se conformer au mieux à ce que le père attend d'elle et de ce qu'elle va dire. Et donc ces moments-là sont complètement subis par le narrateur et pour lui c'est une souffrance et c'est pas du tout un moment de partage ou de. C'est vraiment ça rajoute en fait une couche à la violence en fait. Donc même quand il n'est pas là physiquement chez eux, même s'il met de la distance par les kilomètres, en fait ces coups de fil le ramènent et à chaque fois il est remis en fait dans cette famille et dans cette violence. Et surtout que ces coups de fil extérieurs, ça crée une lueur d'espoir à la mère quand elle peut enfin parler à quelqu'un d'autre quand même, et quand ces coups de fil n'interviennent pas, que personne l'appelle, ça crée du désespoir sur le désespoir, et finalement ça lui fait un ascenseur émotionnel, et elle est encore plus triste quand ce coup de fil, ça la replonge encore plus durement dans son quotidien, quoi. Ouais, et surtout, c'est vraiment un roman, les chapitres sont courts, et en même temps, on voit cette famille s'enfoncer. Ouais. Et alors, ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est qu'il joue pas au jeu du suspense. Justement, dès le début du livre, il nous dit qu'il s'est enfui. Donc, il n'y a pas ce doute à savoir... et en même temps, j'ai été assez touché. Je pense qu'on va y revenir parce que qu'est-ce qui le sauve, finalement ? Je sais pas si il est sauvé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, moi j'aimerais revenir pour à la fois répondre à ça et donner un angle sur l'écriture du livre elle-même, où je pense pas que Andrea Baiani cherche à nous expliquer, nous donner des clés de solutions. C'est pas son style, puisqu'il est enseignant en écriture créative, donc il a un credo de livres qui cherche à faire penser, à faire réfléchir. C'est pas du pré-mâché. Et je pense qu'au contraire, il veut nous amener à réfléchir, voire à douter, parce qu'on a toujours des boucles sur le même trauma et qui reviennent, mais présentées des fois avec des perspectives qui diffèrent, voire qui se contredisent. Et cette structure en boucle, elle vient comme pour nous dire, il n'y a pas de vérité absolue. Nos vérités, elles sont multiples, elles sont subjectives, elles sont reconstruites. D'ailleurs, il le dit de lui-même, parce que en lisant une interview, il dit, qui est donnée récemment au Monde, il y a une énorme différence entre ce qui est réel et ce qui est vrai. Et d'ailleurs, le narrateur, il sort petit à petit de l'emprise de cette famille, un peu comme il sortirait d'un rêve. Il se demande toujours à plusieurs reprises si ce qu'il y a dans le livre appartient à des souvenirs réels ou est-ce que c'est le fruit de son imagination. Il y a quelques phrases comme ça qui sont dans le livre. Je ne sais pas précisément comment les choses se sont passées. Je me demande parfois si je n'exagère pas en décrivant mon malheur. Et d'ailleurs, ça revient à ce que je disais au début du livre. Il y a une obsession des journalistes à poser la question tout le temps à Andrea Baiani. Est-ce que c'est une autofiction, une fiction ? Ou alors une autobiographie. Mais en fait, le romancier, Andrea Baiani, nous démontre que la question de binarité fiction-autobiographie, finalement, c'est hors sujet. C'est hors propos, parce que, si tu veux, pour lui, on vit tous notre propre version subjective de notre histoire, exactement, déformée par nos biais, par notre compréhension du moment, et notre compréhension qui, en plus, évolue avec le temps. Donc, finalement, vérité et fiction se confondent et sont presque indissociables. Donc, c'est pour ça que cette question de journaliste, pour moi, ils n'ont pas compris le livre. Et c'est aussi souvent une question de lecteur, et en l'occurrence, c'est beaucoup une question de lecteur, mais il dit dans cet entretien du Monde, il dit notamment, en fait,
j'écris pas pour vous informer de ma biographie, pour vous exposer mon intimité. J'écris pour vous envoyer un miroir de votre propre intimité. Donc, en fait, ça dit beaucoup de choses. Attends, je vais enlever la réduction de bruit qui fait n'importe quoi. Pardon, oui, puis ça veut dire aussi qu'on va avoir la même enfance, mais on aura deux autobiographies différentes. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, tes biais apportent une vision fictionnelle propre de la vie, quoi. Il n'y a pas de vérité. On va être frères et sœurs, frères et frères. On va se partager notre enfance. Et on dira putain, mais on n'a pas vécu la même chose ou quoi. C'est ça qui dit que finalement, ça sert à rien cette question. Ouais, les veines, parce que on a tous notre fiction et qu'on appelle autobiographie finalement. Alors moi, je dirais juste un truc, le fait de pas. Moi, je le classe dans la case trauma, ça. En fait, quand on n'arrive pas à savoir ce qu'on a vécu, normalement, quand on a eu une enfance heureuse, on se pose pas cette question. Et cette question, elle vient même pas en se disant qu'est-ce que j'ai vécu et est-ce que j'exagère pas. Et en fait, et je pense que, 80% du temps, quand on se pose cette question-là, c'est que il y a un problème, quoi. Il y a un anguille sous roche et que l'enfance, elle a pas été nickel. Et lui, en fait, il se pose cette question-là, comme tous les gens qui ont en fait des traumas d'enfance, ils se disent est-ce que j'ai bien vécu et qu'est-ce que j'ai vécu. Et souvent, les souvenirs, en fait, on vous dit que c'est significatif des gens qui ont vécu des enfances difficiles. En fait, ils se souviennent pas beaucoup de souvenirs, en fait. Ça vient d'un coup quand on est prêt et ça peut faire mal. Et voilà. Mais et pour lui, en fait, je pense qu'il met de la distance et c'est ok, hein, mais je pense que le fait de mettre un narrateur comme ça, etc., je pense qu'il se protège aussi et qu'il n'a pas envie à chaque fois mais je suis d'accord. qu'on le ramène à ce moment-là. Je pense que déjà, avoir du courage de tout décrire de cette manière-là, sans que ce soit... Et je pense que quand on écrit un livre, après, il vit avec vous, et puis les gens vous ramènent tout le temps. Et est-ce qu'on veut tout le temps revenir à ça ? Je pense qu'il met une petite distance. Mais une distance en plus qui même décrit de manière... il y a du lexique médical à un moment dans le livre. Il parle de bistouri grammatical. Il dit aussi qu'en parlant de la mère, il est nécessaire de la désincorporer de mon père, ce qui implique une opération délicate, requiert des compétences chirurgicales précises, une main froide. Il est presque en terrain sociologie. Quand la famille, ça devient un terrain de sociologie presque, où il est là, il observe et il donne les faits, qui évoluent en même temps que sa psyché évolue, quoi. Je vais faire 3 secondes de silence pour enlever ce truc, parce que désolé, je l'ai activé pendant que tu parlais, du coup ça a fait une voix super bizarre. Ça y est, on est revenu à une qualité podcast. Désolé, il y aura... on a essuyé les plâtres, excuse-nous Siem. Il n'y a pas de souci. Et justement, dans ce rapport au trauma... sa pudeur, elle est d'autant plus importante que finalement, le narrateur n'investit pas les émotions et nous laisse investir les nôtres. Oui. Et que cette question du miroir familial, je l'ai entendu en interview aussi dire, mais en fait, je voulais pas parler de ma famille, je voulais parler d'énormément de familles italiennes. Oui, et à ce moment-là, en fait, on peut le reprendre au début du roman, quand sa mère, par exemple, elle va, vous savez, à la maison, à la campagne, et elle a... 2-3 jours qu'elle passe dans sa famille, c'est le moment de liberté, mais qui est extrêmement court, et elle repasse sous la tutelle de sa belle-mère. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les familles méditerranéennes. C'est souvent quand le mari est pas là, la tutelle revient à la belle-mère. Et en fait, elle n'est jamais... En fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu comme ça de Méditerranée et de tutelle complètement sur les femmes, en fait, omniprésente. Et cette femme-là, elle l'a subi, mais elle se rebelle pas, elle pense pas que c'est pas normal, que même passer des vacances sous la tutelle de sa belle-mère, c'est pas quelque chose qui est normal, mais elle dit rien et elle vit ce moment-là comme ça. Et elle a 2 jours dans l'année où elle est chez ses parents, où il y a un peu de liberté, et c'est tout. Mais on dirait elle accepte son rôle parce qu'il dit « Et ma mère voulait être rien, car n'être rien était au moins être quelque chose ». Vous avez 3 heures. Et c'est vrai que sur cette question-là, il est très... comment dire dans ce refus de... Je pense qu'il y a un truc qui... Il me semble que, comme tu disais, sur est-ce que mon enfance a été heureuse ou malheureuse, si tu te demandes si tu as vécu des traumas, c'est qu'il y a un petit souci. Oui, c'est vrai. Sans vouloir parler de bonheur absolu, mais voilà, cette question-là. Et il se trouve que quand tu veux faire de la non-fiction, c'est-à-dire tu racontes déjà ta propre fiction à toi. Et inversement, les gens qui se disent...
romancier de fiction pure, ben, en fait, tu réalises que ils ont changé le nom des personnages, mais en fait, le licenciement abusif de tel personnage, en fait, s'est juste inspiré de son meilleur pote, etc. Donc finalement, cette question très franco-française de fiction-non-fiction, elle est très très vite balayée dès que tu rentres dans le détail, en fait. Et il y a la honte aussi, il faut pas oublier, parce que il y a quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la honte dans son récit. Et ok, il a réussi à l'écrire, mais il y a quand même quelque chose. On sent une fragilité, même à la fin, on sent que il a pas envie en fait de subir trop de regards, trop de questionnements et d'être tout le temps ramené à ça. Et donc ça survit en fait, ça reste jusqu'à la fin dans le livre en fait. Donc moi, je le ressens comme ça, c'est sûrement subjectif aussi, mais je sens qu'à la fois, il veut être le témoin, mais il veut pas être que ça. Il veut pas s'auto-enfermer dans ça. Et donc, c'est peut-être à la faveur de ça qu'il y a cette sensation de distance relative. C'est-à-dire que, voilà, et d'ailleurs, aujourd'hui, il est prof à Houston, au Texas, et son narrateur vit à New York. Donc, il y a des trucs de petits poussés comme ça pour dire, c'est dur d'imaginer que c'est pas autobiographique et en même temps, c'est pas le sujet. Non, c'est ça. Et je trouve que c'est un très bon livre pour clore ce débat qui sera sans doute jamais clos, mais je trouve assez intéressant. Il y a la honte et puis aussi la culpabilité qui fait partie du livre. Et je me suis fait un peu un délire sur un personnage, un délire qui m'appartient, de la sœur. Oui, elle est un peu... elle est là sans être... T'as raison. Bon. Vas-y. Ok. Parce que elle apparaît peu. Elle est mentionnée sporadiquement, elle est jamais vraiment protagoniste du roman, et souvent elle apparaît en rôle accusateur. Il appelle la sœur antagoniste clairement, et qui lui reproche constamment à lui sa complicité avec le père. Et je me suis demandé si finalement ce personnage existait vraiment, et si c'était pas une incarnation de sa culpabilité refoulée, un peu comme un surmoi accusateur, quoi. Tu vois, une incarnation de la culpabilité, quoi. C'est le personnage le moins présent et le plus fantomatique. Et le plus méchant avec lui, le plus direct, tu vois. Comme si c'était une incarnation de quelque chose elle est là sans être là. C'est le contrepoint, je suis d'accord. Ouais. Mais il lui reproche pas beaucoup de choses, en fait. C'est assez rapide. Celle qui prend cher, c'est sa mère, en fait. Je pense que c'est elle le nœud du problème. Mais la sœur, c'est vrai que, en fait, dans les fratries, souvent, on n'a pas tous, même si on n'a pas tous la même enfance, en fait, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart avec sa sœur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart parce que sa mère l'a eu assez jeune. Elle est l'aînée. Il y a quand même un petit quelque chose comme ça où il lui en veut, mais pas autant que sa mère, et elle reste un peu fantomatique. Et c'est vrai que ça, c'est une piste un peu à creuser, à savoir pourquoi en fait cette relation. Il lui reproche pas de l'avoir sauvée ou d'être intervenu, de pas être intervenu plutôt. Donc c'est bizarre, oui. Elle est là, elle flotte. Ouais. Comme un personnage présent, mais qui n'a pas d'emprise réelle dans le réel, quoi. Et ça, je me suis posé cette question d'incarnation. Elle est là, par contre. Mais... Oui, c'est peut-être la partie la plus fictionnelle du roman, finalement. Peut-être. Est-ce qu'on resterait pas là-dessus ? Parfait. Moi, je veux dire simplement, je suis d'accord que la traduction, elle est remarquable, parce que c'est un livre qui est exigeant. Il a réécrit et réécrit 22 fois en 4 ans ce roman. Donc il fallait suivre, même si Bayani est francophone, puisque tu as eu la chance de faire une interview avec lui chez le père Finkielkraut. Et du coup, pas mal. Il y en a qui se refusent rien. Oui, je t'ai invité. Je vois ça. Et du coup, même s'il est francophone, elle a fait un travail assez exceptionnel. Donc je voulais quand même saluer comme tu l'as fait. Et c'est vrai que... Oui, on n'a pas mentionné la traductrice. Il me semble que c'est Nathalie Bauer, qui est un peu la queen en traduction du français à l'italien. C'est souvent Nathalie Bauer. D'ailleurs, je pense que les bouquins que je t'ai passés, c'est Nathalie Bauer aussi. C'est un peu c'est l'une des pontes de la traduction de l'italien en français. Je finirai juste aussi pour dire que en fait, ce livre-là m'a donné envie de un petit peu plus étudier un petit peu la coercition en fait dans les familles, le système en fait intrafamilial. Et je recommanderais un podcast Arte TV, je crois, Arte Radio, pardon, sur la coercition en fait dans le couple. Donc si vous voulez, vous pouvez compléter. Je trouvais que ça en fait ça matchait énormément avec le livre, et donc voilà. Dernière petite recommandation toute simple. Moi, ça m'a donné envie de plus parler à mes parents.
Je trouve ça pas mal. Pas mal. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci Siem pour ta première venue Merci. au Pambagna. J'espère que j'ai pas fait trop de conneries. Non, la connerie, c'est moi. J'ai pas mis de pile dans T'as le été au top. lecteur. J'ai pas Non, allumé merci. la lumière. Votre accueil, c'était super. Ok, ben on te retrouve pour du cinéma, pour J'espère. de la musique. Si ça, ouais. Avec plaisir, en tout cas. Donc le prochain numéro du Social Club, je le rappelle, on l'a déjà dit, mais on se retrouve pour parler de The Mastermind au cinéma, de l'extinction des vaches de mer, second roman d'Adèle Rosenfeld chez Grasset, et le dernier album des Sleaford Mods. À bientôt. Ciao patron. Ciao. Merci frérot, c'était super cool.